Public Sénat, en partenariat avec la presse régionale, vous propose Bonjour chez vous. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 27 mars pour faire le tour de l'actualité au plus près de chez vous. On regarde ensemble le programme. Quelles sont les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient dans notre pays? La hausse des prix du carburant inquiète, va-t-elle durer, voire empirer? L'État a-t-il les moyens d'aider les Français? Va-t-on vers un choc pétrolier, comme l'a brièvement déclaré le ministre de l'économie? Dans une demi-heure, nous recevrons Anne-Sophie Alsif, l'économiste qui nous éclairera sur toutes ces questions. Et puis on reviendra, comme tous les vendredis, sur la semaine politique marquée par les répliques sismiques des municipales. Les Républicains et le PS se fracturent avec en ligne de mire la présidentielle. On va en parler dans une heure avec nos éditorialistes Arnaud Benedetti et Émilie Zapalski. On va en parler également avec David Ross, sénateur socialiste de l'Essonne. Comment réagit-il au retour des guerres des gauches au PS? Olivier Faure peut-il se maintenir? On en parle dans quelques instants. Et puis à la une de nos régions, on ira faire le point sur les enseignements de ces municipales dans les Outre-mer. Et puis vous allez le voir, les élections, ce n'est pas tout à fait terminé. Place au troisième tour dans les conseils municipaux, dans les conseils métropolitains. Et à Lyon, si le camp de Jean-Michel Aulas n'a pas remporté la ville, ils ont largement remporté la métropole. On ira dans le Rhône avec le sénateur François-Noël Buffet. Voilà pour le programme. On est ensemble pendant 1h30. Bonjour chez vous. Et on commence avec les repères de l'actualité. Bonjour Stéphane Duguay. Bonjour Oriane, bonjour à tous. À la une de ce vendredi 27 mars, Donald Trump qui repousse l'ultimatum qu'il a posé à l'Iran. Oui, un nouveau report de 10 jours. Cette fois, avant, menace-t-il de frapper le secteur énergétique iranien. Le président américain assure que les discussions se passent très bien avec l'Iran, dit-il, mais que l'opération militaire avance et finira bientôt. On l'écoute. Nous estimons que cela prendrait environ 4 à 6 semaines pour accomplir notre mission, alors que nous en sommes déjà au 26e jour. Nous sommes donc extrêmement en avance sur le calendrier prévu. Le régime iranien reconnaît désormais qu'il a subi une défaite décisive. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, est en France aujourd'hui pour une réunion avec ses homologues du G7, réunion qui portera notamment sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Et dans ce contexte, en France, justement, le gouvernement mobilise pour l'effort de défense. Oui, alors que la guerre au Moyen-Orient dure maintenant depuis près d'un mois, plusieurs ministres se sont réunis hier pour examiner la capacité des industriels à y répondre. On fait le point avec Céline Schmitt. Quelle capacité la France a-t-elle pour répondre à l'augmentation des besoins en munitions et en drones dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient? C'est l'objet de la réunion qui s'est tenue hier à Matignon avec plusieurs ministres et responsables militaires. L'industrie de la défense et les enjeux de souveraineté auxquels on fait face aujourd'hui, ils nous concernent tous et toutes. Et donc on doit réfléchir différemment au financement de l'effort de défense qui nous concerne tous et toutes et j'allais dire qui doit aussi nous profiter à tous et à toutes. La France est le deuxième exportateur mondial d'armes. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les entreprises françaises croulent sous les demandes. Avant même l'éclatement du conflit en 2024, les pays du Proche et du Moyen-Orient ont passé plus de 2,4 milliards d'euros de commandes à la France. Alors, pour faire face à cette hausse, les ministres veulent se doter de nouveaux outils. C'est le sens d'ailleurs de ce qu'a annoncé le Premier ministre hier avec France Munitions. France Munitions, c'est cette capacité à développer un outil qui permette finalement de financer, de développer, de produire. C'est cela. France Munitions, une sorte de grossiste de munitions dont l'objectif est de répondre aux besoins des armées françaises, des pays alliés et des clients à l'export, a indiqué le Premier ministre. Sébastien Lecornu a aussi annoncé mercredi un investissement de 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes entre 2026 et 2030. Nous allons bien sûr continuer à mobiliser tous les instruments budgétaires nécessaires pour pouvoir donner à nos armées et à notre défense les moyens de se développer, de réaliser les investissements nécessaires dans un monde dangereux. Ce sera le cas avec l'actualisation de la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire actualisée sera présentée en Conseil des ministres le 8 avril.
Le Parlement européen durcit la politique migratoire de l'Union européenne. Oui, avec l'approbation du concept de hub de retour, des centres pour renvoyer des migrants en dehors des frontières de l'Union européenne. Une mesure approuvée à la majorité des États membres et par les eurodéputés de droite et d'extrême droite. Une décision saluée par Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Les obsèques de Lionel Jospin se sont déroulées hier. Hommage national rendu à l'ancien Premier ministre socialiste qui s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 88 ans. Emmanuel Macron a salué la mémoire d'un grand destin français. On l'écoute. Par-delà la mort, notre mémoire le hissera toujours à cette place singulière. Un modèle pour certains, un adversaire pour quelques autres, pour tous à coup sûr. Un repère dans notre histoire et notre esprit. Et puis François Bayrou ne siégera pas au conseil municipal de Pau. Eh oui, l'ancien Premier ministre et désormais ancien maire de Pau a été battu au second tour des élections municipales la semaine dernière. Une défaite sur le fil à 344 voix près. François Bayrou ne siégera donc pas à son conseil municipal à la veille de l'installation des nouveaux élus. Merci Stéphane. À tout de suite, vous allez nous parler du texte de David Ross dans quelques instants sur l'implantation des centres de données sur le territoire. Il est examiné cette semaine au Sénat. Il y a des enjeux écologiques, des enjeux numériques. On va y venir dans quelques instants. On parlera évidemment également de la hausse des prix du carburant et des mesures du gouvernement. Mais d'abord, on va regarder les unes de la presse régionale. Ce matin, on a sélectionné 3 titres. D'abord, la une de la Dépêche. Narcotrafic, comment la DZ Mafia s'étend. En 10 ans, cette organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue a étendu son influence hors de Marseille. Le gang noue des alliances et enrôle des jeunes trafiquants locaux pour conquérir de nouveaux points de deal. La deuxième une, c'est la Voie du Nord. Davantage d'aides pour partir en colo, les enfants qui partent en colonie de vacances, notamment dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, auront des moyens renforcés via les CAF, les caisses d'allocation familiale. Et puis la dernière une, c'est celle de Nice Matin, c'est Loana. L'émotion et l'hommage à mes voisins anonymes témoignent après la mort de Loana à Nice, la chute accidentelle et privilégiée. Quelle une choisissez-vous, David Ross ? Écoutez, comme c'est votre dernière émission, je vais prendre une positive et donc les Du colos. vendredi. Du vendredi, bien sûr. Je vais prendre les colos parce que quand j'avais 17 ans et que j'avais un job d'été, j'avais accompagné des enfants à Trouville sur une sortie à la mer et j'avais été très marqué par ces jeunes qui n'avaient jamais vu la mer. Et donc voilà, c'est un souvenir du début de mon engagement associatif et politique. Voilà, et j'imagine que vous êtes satisfait du coup de ces aides et du fait que plus d'enfants puissent partir en vacances. Qui quittent un petit peu leur territoire et qu'ils aient des rencontres dans ces moments-là, c'est privilégié, quoi. On va en venir à l'actualité marquée par le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences économiques en France. On l'a vu dans le journal, il y avait une réunion hier à Matignon sur l'économie de guerre, l'augmentation des moyens de la défense. Sébastien Lecornu, qui devant le Parlement mercredi a annoncé une augmentation des moyens pour la production de munitions. Elle est nécessaire, cette économie de guerre, et est-ce qu'on est vraiment dans une économie de guerre ? Alors oui, hélas, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le président américain était intervenu au Venezuela pour des raisons sûrement liées au pétrole. Et là, avec ce qu'il fait en Iran, on pouvait dire que c'était soit pour faire tomber le régime, finalement, dans le plan d'accord de paix, ça ne fait plus partie du programme. On aurait pu se dire c'est pour des raisons économiques, et quand on voit la situation dans laquelle on dit il y a eu peut-être une impréparation. Donc tout ça pour dire que c'est important que la France puisse, en tant que pays, mais aussi avec l'Europe, puisse agir elle-même sur des choses qu'elle considère justes sur la scène internationale. Et donc, nous avions, à une large majorité, soutenu cet effort d'une économie qui serait tournée davantage vers des capacités militaires indépendantes. Les conséquences, elles sont énergétiques aussi. Cette semaine, on a entendu Roland Lescure un temps évoquer un choc pétrolier avant de finalement revenir sur ses propos. Est-ce que vous le redoutez, ce choc pétrolier, et est-ce que vous comprenez ce revirement du ministre de l'économie ? Alors oui et non, si j'ai envie de dire, parce que vous prenez en même temps, il y aura un choc pétrolier. En revanche, c'est peut-être pas de même nature que le choc pétrolier qu'on a tous en tête de 1973, parce que l'économie, notamment française, n'est plus liée de la même façon, dépendante au pétrole qu'elle l'était en 1973. Il y a eu un mix énergétique qui permet d'y faire face. Ce qui est dommage, c'est cette communication un peu en panique, où on annonce des choses, ensuite on repart dans l'autre sens. Et donc c'est important, je pense, d'être très très clair et de donner beaucoup de critères de compréhension et d'évaluation dans cette période sensible. On va le voir dans quelques instants, on va aller dans nos régions où la hausse des prix du carburant inquiète. On a entendu hier matin le même Roland Lescure, le ministre de l'économie, promettre des mesures ciblées dans les prochains jours. Ça vous rassure, ça vous convient ?
Alors, la démarche est la bonne, parce que c'est celle que nous avions demandé, des aides ciblées et efficaces. Après, il faut d'abord préciser, est-ce que c'est pour certains professionnels? Est-ce que c'est pour les ménages qui sont le plus en souffrance? Et donc, il est important de, là encore, tout mettre sur la table, de manière à pouvoir partager les décisions et les prioriser. Parce que vous parliez tout à l'heure d'économie de guerre, il va falloir dans les budgets faire des choix. Autant nous avions soutenu cet effort de guerre, il va falloir le mettre aussi en vis-à-vis de ce qui sera fait pour aider aussi l'économie au quotidien. Et on va aller justement dans nos régions, on va aller à Chalon-sur-Saône, on retrouve Emmanuel Boulan. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef des informations au journal de Saône-et-Loire. Et avec vous Emmanuel, on va revenir sur la flambée des prix du carburant, sur l'impact sur les professionnels. Vous êtes allé à la rencontre des transporteurs routiers. Oui, bonjour, notamment un transporteur à Guignon, un gros transporteur de 1000 véhicules, et qui nous dit qu'effectivement, en un mois, son budget a été dépassé de 600 000 euros budget supplémentaire. Des transports scolaires aussi, un gros transport scolaire sur Chalon-sur-Saône, 220 véhicules, et lui, ça se situe à quelques milliers d'euros par jour en supplément. Donc oui, le délégué régional de la Fédération nationale des transports nous dit aussi que 2 entreprises sont à l'arrêt du côté du Jura et de la Côte d'Or. Donc ils font le constat qu'ils sont dans le rouge, et c'est d'un jour à l'autre que la facture grimpe. Emmanuel, on entend votre récit, le constat. Vous avez une question pour le sénateur David Ross? La question, c'est peut-être, quoi qu'il en coûte, est-ce que l'État, effectivement, doit baisser sa part de taxes pour les carburants, et comment aider les transporteurs routiers, bien qu'ils aient aussi un correcteur sur les factures par rapport à leurs fournisseurs? David Ross. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a différentes modalités entre les taxes, la TVA, les taxes flottantes. Il y a aussi la capacité de mettre davantage de réserves sur le marché pour tenir les prix. Donc, c'est des choses qui sont à l'étude. Ce qui est évident, c'est que dans les prochaines semaines, il y a des décisions qui doivent être prises pour permettre justement à cette économie de fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier que les décalages pour les ménages se fera aussi dans plusieurs mois, puisque ceux qui sont chauffés au gaz, pour l'instant, ils ont des prix fixes. Ce ne sera pas le cas à la rentrée après l'été. Et donc, il va falloir aussi anticiper cela. Donc, il y a des marges de manœuvre. Elles ne sont pas infinies. Et donc, il va falloir les cibler au regard de la durée aussi du conflit qui pourrait se révéler. Mais qu'est-ce que vous attendez des mesures de Roland Lescure? Alors, le Parti socialiste demande un chèque énergie. Vous pensez que, compte tenu des marges budgétaires, on a le moyen de faire des chèques énergie? C'est à mettre en vis-à-vis avec l'effort de cette économie de guerre. Donc, nous, on veut bien qu'il y ait cet effort-là, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la situation d'urgence dans laquelle on est actuellement. Et donc, moi, ma première étape, c'est que nous mettions clairement les éléments sur la table, en toute transparence, avec le Parlement, de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais il faudra qu'il y ait un acte, il y aura un acte, mais il ne faut pas qu'il soit fait à la va-vite, sans tenir compte de son efficacité dans la durée. Merci Emmanuel Boulan, merci beaucoup d'avoir été avec nous Emmanuel du journal de Saône-et-Loire. On regarde la une, prix du carburant des transporteurs dans le rouge, c'est à la une de votre journal. Il y a des mesures déjà qui ont été prises pour les agriculteurs, pour les pêcheurs. Ça c'est bien de prendre ces mesures sectorielles, David Ross? C'était la première étape, tout à fait. Et du coup... Parce que ça a des retombées de toute façon sur le prix au quotidien. Si on ne les aidait pas, c'est finalement l'ensemble des ménages qui seraient impactés dans un effet domino, quoi. Alors, il y a les prix du carburant, mais il y a les conséquences que peuvent entraîner effectivement le prolongement de cette guerre au Moyen-Orient. Est-ce que vous craignez des conséquences sur la croissance, sur le pouvoir d'achat des Français, autrement que par les prix du carburant? Oui, sur la croissance, ça a été évoqué. On s'attend à 0,2 ou 0,3 d'impact sur la croissance. Après, tout dépend de la durée, une fois encore, de cette situation. On a la chance d'avoir une inflation assez basse. On a la chance d'avoir finalement un mix énergétique par rapport à d'autres pays européens qui n'est pas exclusivement, on est à moins de 5% au niveau du gaz dans notre mix énergétique. Donc ça, c'est des atouts. Mais il faut anticiper une fois encore les décisions. Et c'est vrai que quand on entend Roland Lescure qui dit c'est compliqué d'un point de vue administratif, on se dit c'est peut-être l'occasion justement de mettre ça sur la table et de simplifier. Vous attendez un débat au Parlement là-dessus? Est-ce qu'il faut que le Premier ministre vienne s'expliquer devant les parlementaires, vienne dire quelles sont ses pistes et que vous puissiez ensuite en débattre? Je crois que c'est essentiel et c'est même indispensable.
Quand? La semaine prochaine, la semaine d'après? Je pense le plus rapidement possible. Le PS va le demander? Oui, il faut venir avec des éléments concrets. Donc si la semaine prochaine c'est trop tôt, je sais qu'il était à la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a répondu à beaucoup de questions, c'est assez intéressant. On sent qu'il y a des pistes de réflexion, mais on sent que la position n'est pas encore tranchée. Donc c'est le moment aussi évidemment de venir au Sénat et qu'on ait ce débat-là. On va parler justement de l'actualité du Sénat. Stéphane, le développement des data centers et des centres de données était au cœur d'un texte examiné cette semaine dans l'hémicycle. Oui, le vôtre, David Ross, que vous avez déposé en février 2025. Ça remonte un peu, mais elle a été adoptée hier, votre proposition de loi, grâce à un compromis entre votre groupe, le groupe socialiste, la droite, le centre, et avec un avis favorable du gouvernement. Ce texte, il a l'ambition de réguler l'implantation des centres de données, plus connus sous le nom anglais de data center, des mastodontes bien physiques qui permettent de stocker des données qu'on considère comme dématérialisées, mais qui sont bien matérielles et qu'on voit bien dans nos paysages. Combien justement il y a de centres de données en France aujourd'hui, Stéphane? Alors c'est une filière qui est en pleine croissance, Oriane. Il y a de plus en plus de centres de données en France. On en comptait 250 en 2022, mais on en compte aujourd'hui 322 répartis sur tout le territoire, mais on en est concentré surtout dans la région Île-de-France. Et s'il y en a de plus en plus, eh bien, c'est surtout depuis l'annonce faite au sommet de l'intelligence artificielle par Emmanuel Macron. C'était en février 2025, comme l'a rappelé au Sénat la ministre du Numérique. Écoutez. Ce sommet a marqué un tournant avec l'annonce de 109 milliards d'euros d'investissements privés, dont une part très significative dédiée aux infrastructures de calcul. Il ne s'agit pas seulement d'annonces, il s'agit d'une véritable dynamique industrielle, structurée, assumée et pilotée. Et Stéphane, est-ce que la France accueille plus ou moins de data centers que ses voisins? Alors la France est le 3e pays européen en matière d'installation de centres de données. On en compte donc 322. C'est moins que le Royaume-Uni et l'Allemagne qui disposent d'un peu plus de 500 data centers sur leur territoire. Vous voyez, l'Allemagne est en premier, le Royaume-Uni en deuxième. Mais l'Europe reste très loin derrière des États-Unis qui comptent sur son territoire 5400 centres de données. Le rapport sur votre texte souligne quand même que la France dispose de plusieurs atouts pour accueillir des data centers, des friches industrielles, une électricité bon marché et fiable avec le nucléaire. Et c'est aussi une manière d'avoir des infrastructures de données souveraines sur le territoire, ces data centers en France. Encore faut-il que ces centres soient exploités par des entreprises françaises. Alors, il y a eu un débat en séance pour savoir si ces centres de données étaient écologiquement viables ou non. Oui, parce que ces centres sont très demandeurs en électricité, mais aussi en eau pour les refroidir. Et en écoutant la séance, eh bien les opinions des uns et des autres, en écoutant les opinions des uns et des autres, on avait le sentiment qu'il y avait deux réalités qui se confrontaient. D'un côté, vous aviez les chiffres donnés par la ministre, qui sont aussi ceux du rapporteur. Les data centers représenteraient 0,02% de la consommation d'eau totale en France et 10% de la consommation d'électricité. Voilà pour les chiffres. Et de l'autre côté, voilà le témoignage du sénateur communiste Fabien Gay. Au Bourget, dans mon département, s'implante un data center qui aura une consommation électrique équivalente, voire supérieure, à celle de toute la ville et entraînera mécaniquement des risques d'explosion des émissions de gaz à effet de serre dans un territoire où la pollution de l'air est déjà alarmante. En outre, les risques de pollution, notamment celles liées aux liquides de refroidissement ou aux effets amplificateurs en cas de canicule, n'ont pas été suffisamment pris en compte dans le projet soumis à concertation. Alors David Ross, en séance, les écologistes ont voté contre ce texte. Ils ont fait part de beaucoup de réserves, notamment sur la consommation électrique qui pourrait tripler d'ici 2035, c'est ce qu'a dit Daniel Salmon, et l'eau qui certes est assez faible en proportion, mais qui est de l'eau exclusivement potable. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez les réticences des écologistes sur ces aspects-là ? Je les comprends en partie, puisque ça faisait partie de l'article 2 qui visait à encadrer l'usage de l'eau et avoir une taxe spécifique, même si les centres de données en France sont plutôt vertueux en termes de consommation d'eau par rapport à ce qui se fait en Europe. Il se trouve que cet article 2, dans le consensus pour faire voter la loi, a été retiré, a eu un vote défavorable, et donc c'est pour cela qu'ils ont voté contre. Mais le reste du texte permet justement d'encadrer et d'associer les élus, et par rapport à ce que disait le sénateur Fabien Gay, ça permettra justement dans les documents d'urbanisme d'être extrêmement sensibles à l'endroit où ils vont être implantés et de regarder le stress qu'on peut avoir sur l'aspect énergétique ou le stress hydraulique. Justement, vous parliez de ces aspects, ces articles qui ont été supprimés, qui étaient notamment des articles sur la fiscalité de ces data centers. Est-ce que c'est un manque qu'il va falloir combler à l'avenir ?
Alors, tout dépendra de ce qu'il y aura dans l'avenir. C'est-à-dire si, comme c'est le cas actuellement, les centres de données sont de moins en moins consommateurs d'eau, ce qui veut dire que d'ailleurs ils sont de plus en plus consommateurs d'électricité, parce que pour refroidir, c'est soit de l'eau ou soit de la climatisation. Et donc de l'effet de serre, comme disait Fabien Gay. Donc si on continue sur cette voie-là, avec du cooling un petit peu en circuit fermé, il n'y aura pas besoin forcément de légiférer sur l'eau. En revanche, effectivement, la question électrique se reposera peut-être d'ici 10 ou 15 ans. Mais l'avantage de ce texte, c'est que ça permet déjà d'avoir une première vision et un premier regard assez critique et assez surveillé par les élus. Donc c'est un point de départ qui permettra de suivre ça dans la durée. On l'entendait avec le témoignage de Fabien Gay, il y a des inquiétudes des élus locaux, il y a des inquiétudes des parlementaires. Est-ce que vous diriez que l'implantation de ces centres de données en France, c'est une opportunité ? Alors d'abord, ils vont s'installer. Donc soit ils s'installent en Europe, soit ils s'installent en France. Il faut savoir que plus de 60% des calculs des usages des Français sont faits en dehors de la France. Donc ça pose la question de la souveraineté. Est-ce qu'il vaut mieux pas que ces calculs soient faits sur notre propre territoire, avec des opérateurs avec qui on est en confiance, notamment sur le stockage des données. Donc ça, déjà, c'est pour moi une nécessité. Et l'autre élément, c'est effectivement, il faut regarder sur l'aménagement du territoire, pour qu'il n'y ait pas, comme vous le disiez, cette concentration quasi exclusivement en Île-de-France, qu'elle puisse aussi essaimer sur l'ensemble du territoire national, et donc d'être vigilant sur la façon dont ils s'installent. Mais qu'est-ce que ça pourrait apporter au territoire ? Qu'est-ce que ça apporte au territoire ? Alors, c'est une bonne question, parce que vous avez deux types de centres de données. Vous avez les hyperscale, donc les très, très grands, ce qu'on appelle data center, et puis vous avez ce qu'on appelle les centres de données de proximité. Et donc, ça permet pour l'écosystème des entreprises, des collectivités locales, du monde de la recherche, d'avoir à disposition un outil de calcul qui leur permet finalement d'avoir une souveraineté numérique sur leur activité. Et sur les territoires, ça apporte quoi ? Ça apporte aussi des emplois ? Ça apporte du développement économique ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, ça soutient le développement économique. En termes d'objet lui-même, ce n'est pas pourvoyeur d'énormément d'emplois, il faut être honnête, mais ça permet de stabiliser une activité économique autour de ce centre de proximité. Et une dernière question, parce qu'il y avait des inquiétudes sur les entreprises qui exploitent ces centres de données. Est-ce qu'elles sont françaises, est-ce qu'elles sont européennes, est-ce qu'elles sont américaines ou voire étrangères ? Comment on fait pour attirer des entreprises françaises ? Est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que finalement il faut laisser s'installer n'importe quelle entreprise dans ces centres de données ? Alors dans la loi, on ne peut pas donner la préférence nationale ou l'exclusivité, mais c'était bien l'objet effectivement de l'article 4 sur les questions de souveraineté nationale. Il y a beaucoup d'acteurs français qui sont tout à fait compétents. Il faut s'assurer qu'ils ne soient pas pénalisés. C'est-à-dire, lorsque vous avez un acteur français qui choisit de venir s'installer sur une friche industrielle, donc qui fait l'effort, il ne faut pas que les normes administratives le freinent ou le pénalisent par rapport à un autre acteur outre-Atlantique qui, lui, utilise un terrain vierge et qui donc va plus vite. On va terminer par l'actualité politique et les suites de ces municipales qui se sont donc terminées dimanche dernier, mais on a vu toute la semaine des répliques sismiques, notamment du PS. Avant de parler de votre parti, hier, Emmanuel Macron, c'est une info du Figaro, a condamné les heurts dans les mairies LFI. On a vu lors de l'élection de nouveaux maires, des maires sortants qui étaient hués, qui étaient insultés. Alors, pas que dans des mairies, la France Insoumise d'ailleurs. Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de sédition possible dans les communes de la République. Est-ce que vous dites la même chose ? Complètement, c'est insupportable. Surtout lorsqu'on s'est engagé, je pense à Hélène Geoffroy, quand on s'est engagé pendant des années pour sa ville, qui est un choix démocratique et qu'en plus, de manière tout à fait fière, on l'accepte, on ne peut pas être traité comme elle a été traitée. Ça dit quoi de la manière dont ça sont dit traités nos élus, de la réalité, société ? on le voit même quand on est maire, il y a une violence et il y a une non-retenue de plus en plus des citoyens et donc il y a une cocotte minute à retardement. Voilà. Mais ça, on le sent tous les jours dans la société. Quand je prends le RER, on voit des situations où les gens montent en tour très très vite et il y a de moins en moins ce vivre ensemble et ce lien social. Et vous craignez pour l'engagement des élus, quand vous dites cocotte minute à retardement, ça peut freiner certaines personnes dans l'engagement local, c'est-à-dire les gens ils n'auront plus envie d'être maire vu ce qui se passe ? Je vous rappelle, vous avez tout à fait raison, que sur le mandat précédent, à la moitié du mandat, il y avait déjà autant de démissions de maires que sur tout le mandat précédent. Et c'est pour ça que, moi je le dis aussi au président de la République, lorsqu'on se bat pour avoir des financements pour les collectivités locales, c'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour pouvoir garder ce lien social et cette efficacité sur le terrain, et c'est primordial pour notre démocratie. Alors, ces municipales pour votre parti, elles ont été marquées par un entre-deux tours assez flou, des alliances politiques avec la France Insoumise dans plusieurs communes. Malgré ce qu'avait martelé la direction du Parti Socialiste, il n'y aura plus d'alliance avec la France Insoumise. Est-ce que ça a été des erreurs politiques ou pas ?
La vraie erreur, c'est le fait de ne pas avoir fait, c'est ce qui a été reproché au fameux, vous évoquez Bureau national, finalement de réunion d'entre-deux tours, parce qu'une stratégie collective, on est une grande famille, nous, démocratique, donc vous le savez, il y a des débats animés, comme dans les familles, mais pour qu'on puisse bien avancer ensemble, c'est qu'il faut qu'il y ait ces débats régulièrement, sinon, effectivement, il y a des non-dits, il y a des sous-entendus, et après, forcément, il y a des tensions. Mais là, c'est quoi? C'est Olivier Faure qui a été dépassé par ses élus locaux ou Olivier Faure qui a cautionné ces accords parce que la priorité, c'était de sauver des mairies socialistes, quitte à faire fi des engagements qui avaient été pris? Alors, vous savez, un entre-deux tours, c'est très compliqué, puisque la date, le temps pour fusionner, c'est quasiment... C'est un jour et demi. C'est un jour et demi, donc pour que ce soit efficace, c'est un jour en gros, entre le moment où vous avez le résultat du premier tour et le démarrage du second. Et donc ça va très très vite, c'est pour ça que c'est important d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir, parce que sinon ça part dans tous les sens et ensuite vous êtes juste spectateur, ce qui a été un peu le cas d'Olivier Faure. Là on avait l'impression qu'il y en avait une, elle n'était pas si claire que ça la ligne? Elle était claire, il n'y avait pas d'accord national avec LFI. Alors, localement, quand vous avez des petites villes, les gens se connaissent, il y a souvent des cas particuliers. Ce qui a posé problème là, c'est qu'on a eu des grandes villes. Or, les grandes villes, elles sont gérées par le national. Les villes de plus de 20 000 habitants, à chaque fois qu'il y a des accords politiques. Et donc, le fait qu'une ville comme Nantes, pour ne pas la citer, avec la numéro 2 du Parti socialiste, ait fait le choix de cette fusion, ça a donné finalement un relais national comme s'il y avait eu un accord politique, alors que ce n'était pas le cas. Et tout le dilemme vient de là, avec, et vous l'avez très bien expliqué dans votre reportage, avec en toile de fond, l'élection présidentielle. Mais est-ce que du coup, ça a été une erreur? Est-ce que Johanna Rolland a fait une erreur? Est-ce que François Briançon à Toulouse a fait une erreur? Est-ce qu'il ne fallait pas faire ces accords? Elle était première, donc elle a été maire sortante première, donc elle a Elle n'aurait pas dû s'allier avec LFI? Moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Donc, après, Toulouse, c'est un peu différent parce qu'on était troisième. Donc, la question, c'est de savoir si on se maintenait. Et c'était une ville de conquête. C'était une ville de conquête. Donc, la situation n'est pas la même. Mais les gens se connaissaient de longue date. Alors qu'à Nantes, elle avait face à elle des gens qui ont fait la guerre à sa politique et qui, en plus, vont siéger dans son opposition, si j'ai bien compris. C'est une fusion technique. Donc, je ne connaissais pas parce qu'il y a les fusions techniques, il y a les fusions technologiques, il y a les fusions stratosphériques, il y a les fusions antibiotiques. Voilà. On met à chaque fois un adjectif. Et pour moi, il y a fusion ou pas fusion. Voilà. Sur le cas de Toulouse, précisément, moi j'y étais pour le second tour des municipales, la gauche fait son meilleur score en total de voix depuis qu'elle se présente à ces élections municipales. Mais c'est loin d'avoir suffi. Jean-Luc Moudin qui est arrivé très loin devant et lui aussi fait son record de voix. Comment vous comprenez ce surplus de participation déjà qu'il y a eu à Toulouse et ce surplus de voix pour Jean-Luc Moudin alors que la gauche était unie et que mathématiquement ça devait passer? Alors d'abord c'est le point positif parce qu'on ne l'a pas dit, mais le première défaite, c'est le taux de participation qui est très très bas. Donc le fait que sur un deuxième tour, il y ait plus d'électeurs qui viennent voter, ça veut dire que finalement on met au débat cette fameuse question de qu'est-ce qu'on veut pour nos villes demain et quel type d'alliance et quel type de fonctionnement. On voit très clairement, et c'est le sujet nous qu'on a avec Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas anti-Mélenchon sur le principe d'anti-Mélenchon ou parce qu'il a des comportements qui montrent qu'il y a un comportement antisémite notamment, c'est parce qu'il y a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'actuellement, on le voit d'ailleurs, c'est une expérience, c'est que sur un second tour de l'élection présidentielle, si Jean-Luc Mélenchon est candidat face à l'extrême droite, on sait que c'est l'extrême droite qui va gagner. Et moi, mon engagement politique, depuis tout le temps, c'est ne pas voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Donc il y a aussi une question finalement de démonstration aussi de ce fameux plafond de verre. Sauf que là, l'extrême droite, enfin le Rassemblement national a fait une percée dans des bastions qui étaient des bastions socialistes, notamment dans le bassin minier, dans le Grand Est. Est-ce que quelque part il y a une responsabilité de la gauche? Est-ce que c'est aussi un échec de votre part? C'est sûr que lorsqu'on perd, il y a un échec et qu'il faut en tirer toutes les conclusions. C'est un mouvement qu'on voyait arriver, hein. Il n'est pas juste récent sur ces élections municipales. Il y a une déception d'un électorat qui se radicalise et qui pense que la solution, c'est l'extrême droite. C'est à nous de démontrer que ce n'est pas le cas. Sur la suite, la présidentielle, vous l'avez dit, un bureau national assez agité, mardi soir au Parti socialiste. Est-ce que Olivier Faure, il peut encore rester à la tête du PS ? Pour l'instant, il est issu d'un congrès où il a été élu, donc il n'y a qu'un congrès qui peut lui retirer, sauf s'il... Mais il doit reconvoquer un congrès ? Sauf s'il décide de démissionner. Je ne pense pas que ce soit utile pour les Français d'assister à un nouveau congrès du Parti socialiste. Voilà. En revanche, ce que le Bureau national demande, c'est qu'il y ait un changement de méthode, de la manière de fonctionner, et notamment qu'il y ait des réunions de famille plus souvent. Voilà, comme ça, on pourra... s'engueuler ou se faire des bisous. À condition d'être écouté, parce que quand vous demandez des votes, visiblement, c'est pas forcément... Oui, mais quand on se voit plus souvent, c'est plus facile de se faire écouter que quand c'est une seule fois et que ça dure 6 heures. Sur la présidentielle, est-ce qu'Olivier Faure, il peut encore être votre candidat à la primaire, et est-ce qu'il peut encore y avoir une primaire ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle primaire ? Parce que là encore, quand on parlait de fusion ou d'alliance. Mais quand on voit un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui dit
quoi qu'il se passe, il sera candidat. Déjà, il n'y a pas cet effort de travail collectif. Donc ça pose la question du travail des autres. Et pour moi, il peut y avoir une primaire, mais si elle englobe tout le monde. Si d'un côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel pour le Parti communiste, et qu'en plus, il y a une autre primaire à côté, ça n'a pas de sens. Mais là, vous n'avez pas l'impression que le PS est un peu décrédibilisé? Est-ce que les électeurs de gauche, ils vont encore vous croire quand vous dites pas d'alliance avec la France insoumise? Eh ben, il faudra en tout cas être très très clair et expliquer que ce qui s'est passé là, s'il y a eu des scories, comme on dit, des cas particuliers, ce ne sera pas la tendance au niveau national. Mais on est au-delà de la scorie. Quand Olivier Faure va aux 20h dire « moi je comprends ces accords », quelque part il les cautionne. Je ne sais pas s'il est cautionne, mais en tout cas, c'est des propos qui ne donnent pas effectivement à penser qu'on n'était pas pour un accord avec LFI, donc c'est un peu dommage. Merci David Ross. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Stéphane, on se retrouve dans 20 minutes, nous? Oui, avec la revue de presse, on parlera de la hausse des prix du carburant. C'est à la une de Corse Matin avec des blocages de dépôts pétroliers en Corse. Effectivement, c'est à suivre dans la revue de presse. Et on va parler justement de cette hausse des prix du carburant. Va-t-elle durer? Quelles sont les conséquences économiques? L'État peut-il nous aider? Va-t-on vers un choc pétrolier? L'économiste Anne-Sophie Alsif va nous éclairer tout de suite sur ces questions. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée ce matin pour cet entretien. Vous êtes chef économiste et associé chez BDO France et évidemment, on avait envie d'avoir votre éclairage, votre analyse, vos explications dans cette période qui inquiète forcément les Français, les conséquences économiques pour la France de ce conflit au Moyen-Orient, qui interroge. D'abord, on va parler de cette phrase, de cette expression employée par Roland Lescure, le ministre de l'économie cette semaine. Il a parlé d'un choc pétrolier avant de se rétracter le lendemain et de dire regretter ses propos, mais quand même, l'expression, elle est sortie. Est-ce qu'on va vers un choc pétrolier ? Alors, je vais vous faire une réponse économiste, oui et non. Au moment où on se parle, j'insiste, au moment où on se parle, on ne peut pas encore parler d'un choc pétrolier. Il y a plusieurs facteurs pour le dire. Un, c'est en effet la montée et l'explosion des prix du pétrole et de l'énergie. Donc ça, en effet, on y est. La rapidité, l'impact sur les cours internationaux. Après, il y a deux éléments. La durée. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va avoir un prix du baril qui va encore augmenter? Est-ce que le conflit va rester localisé ou va vraiment avoir un impact international et macroéconomique? Et là, on n'en est pas encore là. Et aussi en termes de chiffres, quand on parle de choc pétrolier, on se souvient, crise en Ukraine, on a eu un baril qui a monté à plus de $150. En termes d'inflation, on était à 6%. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation. Parce que concrètement, économiquement, qu'est-ce qu'il faut pour dire on est dans un choc pétrolier? Alors, quand vous avez une augmentation des prix des hydrocarbures et que vous avez, par exemple, une augmentation du baril qui peut aller au-delà de $150, quand on regarde ce qui s'est passé historiquement. Mais c'est surtout la vitesse à laquelle le prix augmente. Et en effet, c'est pour ça que le ministre a un peu parlé de choc pétrolier, parce que là, ça a monté très rapidement et qu'on est dans un choc qu'on pensait localisé et assez court, et ce n'est pas le cas. Parce que quand on pense choc pétrolier, on pense à ce qui s'est passé dans les années 70. Là, on n'est pas dans ces niveaux-là, mais est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller si le conflit, encore une fois, dure et s'étend géographiquement. Mais la grande différence avec les années 70, c'est que le monde entier était beaucoup plus dépendant de cette zone concernant les hydrocarbures. Aujourd'hui, on a de nouveaux facteurs qui font qu'on est moins dépendant. Pourquoi? Parce que les États-Unis, depuis 2019, sont exportateurs nets et producteurs. C'est un des plus grands producteurs de gaz et de pétrole. Donc, ils sont beaucoup moins dépendants au Moyen-Orient. Pour leur importation énergétique, c'est le Canada, c'est l'Amérique du Sud. Ils ont totalement régionalisé leur chaîne de valeur. Donc il y a beaucoup moins cette dépendance par rapport à cette zone. Nous, suite à la guerre avec la Russie, pareil. Qu'est-ce qu'on a fait? On a diversifié. Donc aujourd'hui, on apporte plus des hydrocarbures du Nigeria, de l'Algérie et bien évidemment de nos amis européens norvégiens. Donc beaucoup moins de cette zone. Donc on n'est plus du tout dans la même situation que les années 70. Et puis globalement, ça ne vous a pas échappé l'année dernière, l'explosion des ventes des voitures électriques, la décarbonisation, le fait que, d'avoir une économie moins carbonée, le fait d'aller vers l'électrique, il y a une demande structurelle de pétrole qui n'est pas la même que dans les années 70. Juste, est-ce que on arrive à chiffrer à combien à peu près la France est dépendante de ce qui se passe dans la zone du Moyen-Orient? Alors, dans la zone du Moyen-Orient, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à peu près à 10-15% d'importations qui viennent de cette zone pour les énergies. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas significatif, parce que les denrées alimentaires comme l'énergie, c'est un marché mondial. Aujourd'hui, il y a une crise géopolitique, donc les cours s'envolent.
comme on est aussi dépendant de l'énergie et du pétrole, forcément, on subit l'augmentation des cours. Donc il y a une décorrélation entre le fait qu'on est moins dépendant, diversifié, et le fait qu'il y ait une montée des prix. Parce que c'est un marché international, comme pour les denrées alimentaires, on s'en souvient avec la guerre en Ukraine. Mais ça veut dire que le fait que la France soit moins dépendante de ses énergies fossiles, j'imagine que le nucléaire joue aussi. C'est un atout indispensable. Ça veut dire que c'est un atout et que c'est une force pour nous dans cette période, qu'on est moins sensible à un éventuel choc pétrolier ? Il faut le dire, grâce à cette énergie décarbonée, à cette production, nous sommes moins dépendants des énergies fossiles et donc nous avons moins d'inflation. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, de stratégie qu'il faut absolument garder. Avant la crise, même en termes de niveau d'inflation, on avait le taux le plus bas de la zone euro, grâce justement à cette énergie décarbonée. Et l'année dernière, on a eu même une balance commerciale au dernier trimestre positive, c'est pareil depuis 20 ans, grâce à la vente de cette énergie décarbonée. Donc c'est un atout absolument majeur qui va nous protéger, qui protège le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire qu'il faut renforcer la décarbonation de notre énergie. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans ce que vous consommez, vous avez 30% c'est de l'électrique et autres, et le reste, c'est du décarboné. Et là, l'idée, ce serait dans ce que vous consommez au quotidien, d'avoir plus, justement, concernant l'électricité. Vous avez parlé précédemment des chèques énergie et où on peut mettre l'argent, etc. Plutôt que de subir ces chocs énergétiques, là, il faudrait penser à ce moment-là d'avoir un véritable plan pour dire comment on est de moins en moins dépendant du pétrole. Et encore une fois, on a de la chance puisqu'on a cette électricité décarbonée. Donc ça veut dire que la transition, vous nous parliez tout à l'heure des voitures électriques, la transition vers du plus électrique, c'est un atout pour la France. C'est un véritable atout pour la France et surtout pour le pouvoir d'achat des Français. Quand vous regardez aujourd'hui, au moment où on se parle, vous avez une voiture thermique électrique en termes de coût, c'est 3 fois moins cher. Donc c'est très concret pour le pouvoir d'achat des Français. Juste pour qu'on comprenne bien, pour les gens qui nous regardent dans leur quotidien, un choc pétrolier, en fait, ça change quoi ? Ça a quoi comme conséquence pour les Français ? La conséquence, c'est l'augmentation des prix sur 2 facteurs, on l'a vu, l'énergie et les denrées alimentaires, puisque ce sont les 2 marchés qui sont internationaux et très averses à l'augmentation du prix des matières premières. Donc ça crée de l'inflation vraiment en premier sur l'alimentaire et sur l'énergie. C'est de l'inflation ou ça veut dire aussi un risque de pénurie, où on n'est pas du tout là-dedans ? Alors ça va dépendre de la durée du conflit. Je le disais, si c'est un conflit qui ne dure pas, on a une hausse des prix parce qu'on a un choc, on n'a pas de pénurie. Par contre, si le conflit dure, notamment après le mois d'avril, là, on pourrait être dans une situation de pénurie. Et c'est là où on peut aller dans une crise qui est beaucoup plus macroéconomique. Pourquoi ? Parce qu'en plus, le détroit d'Ormuz donne l'énergie, et donc tout ce dont il a besoin, les produits industriels, etc., pour l'Asie. L'Asie, on le sait, la Corée du Sud, le Japon, ce sont les pays où il y a le plus de croissance économique. C'est la zone économique la plus dynamique, l'Inde. Donc ces pays vont commencer à vraiment souffrir de ce blocage. Et là, vous pouvez être dans un cercle vicieux d'impact sur la croissance mondiale. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Mais bon, on n'a pas les cartes en main. Oui, alors vous parlez de la France qui a quand même des atouts en main. Ça, c'est plutôt rassurant. Mais au niveau européen, est-ce qu'on est dans une vulnérabilité plus importante du fait de la politique énergétique européenne qui est plus défaillante ? Complètement. C'est vrai que par rapport à ce qu'a fait la Chine et les États-Unis, comme je vous l'ai expliqué, qui ont vraiment régionalisé leur chaîne de valeur sur les 15 dernières années, la Chine s'est beaucoup diversifiée. Bon, déjà, ils achètent le pétrole iranien, ils sont diversifiés en Afrique, donc ils ont beaucoup plus de sources d'énergie. Nous, en effet, on n'a pas eu cette volonté de régionaliser nos chaînes de valeur énergétiques avec une dépendance importante auprès de la Russie. On l'a dit, pour la France, ça a changé. On a diversifié, les autres pays ont diversifié, mais moins que nos concurrents chinois et américains. Et donc aujourd'hui, notamment pour les pays nordiques et l'Allemagne, qui sont encore très dépendants du gaz, des hydrocarbures, eh bien en effet, ça veut dire que vous êtes plus averse au risque, notamment pour des pays comme ça qui sont des poids lourds industriels, ce qui est moins notre cas. Alors, on va parler de ce qui inquiète concrètement les Français au niveau de leur porte-monnaie actuellement, c'est les prix à la pompe. Ils augmentent. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on arrive à le savoir, ça ? Alors ça, on n'arrive pas à le savoir, parce qu'encore une fois, ça dépend si le conflit, encore une fois, dure longtemps et reste géographiquement localisé ou pas. Juste, il y a combien de temps de délai entre ce qui se passe sur le terrain au Moyen-Orient et ce qui se passe dans nos stations-service ? Alors ça peut détendre en fonction, parce que pareil, le prix à votre station-service, c'est pas uniquement le prix de la matière première. Vous avez en effet les taxes, vous avez les distributeurs, donc c'est pas uniquement, on avait eu ce débat quand ça avait commencé, c'est pas uniquement les prix des matières premières. Mais en général, en fonction des contrats, c'est 1, 2, 3 mois
pour avoir l'impact sur les prix. Et ça dépend, ça peut être beaucoup plus rapide si les hausses sont très importantes. Donc on ne sait pas si ça va durer. Est-ce que ça veut dire que ça peut aussi empirer, que les prix peuvent encore augmenter? Oui, bien sûr, si la crise, encore une fois, dure longtemps, se dégrade, que le détroit est encore bloqué et qu'on a une crise qui prend du volume en termes de nombre de pays, bien évidemment que ça peut durer et que ça peut déraper. Donc c'est ça, en fait, qu'on a du mal à quantifier pour l'instant. On regarde un peu les annonces de Donald Trump, mais on voit que dans ce conflit, c'est assez compliqué de savoir quand il va y avoir un stop. Et même si les États-Unis se retirent, est-ce que le détroit d'Ormuz sera totalement libéré? C'est ça vraiment l'interrogation. Alors vous nous dites, les prix à la pompe, c'est pas uniquement le prix de la matière première, il y a aussi des taxes, à peu près 50% de ce qu'on paye à la pompe. Oui. Est-ce que l'État est un profiteur de crise, comme le disent certaines oppositions? Absolument pas, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous avez raison, on a des augmentations, mais justement, ce système de taxes, c'est fait pour dire, on a des augmentations, l'État va en effet gagner plus, mais très souvent, parce qu'il y a un impact sur l'économie, l'État utilise ces surplus, vous l'avez expliqué précédemment, pour aider les agriculteurs, pour aider les pêcheurs, pour aider certains secteurs de l'économie. Donc on n'est pas du tout dans un État profiteur. Ce système a été justement mis en place pour se dire, on aura plus de recettes pour faire face à ces chocs extérieurs. Est-ce que l'État peut baisser les taxes? Non. Ça, il faut être excessivement clair là-dessus. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est en effet des aides ciblées, des chèques énergie en fonction du revenu des ménages et bien évidemment aider les secteurs industriels qui sont très impactés par la hausse des prix de l'énergie. Soyons et regardons ce qui s'est passé en 2022. On a eu ce quoi qu'il en coûte absolument massif. Si vous baissez les taxes, vous allez à la pompe. Vous gagnez 1 000 € par mois, vous gagnez 10 000 € par mois, vous avez la même réduction. Est-ce que vous pensez que dans le cas 1, vous avez 10 000 € par mois, c'est intéressant d'avoir quelques centimes de réduction qui coûtent des milliards d'euros à l'État? Qu'est-ce qu'a fait l'État après la crise du quoi qu'il en coûte? Il s'est endetté sur les marchés financiers, 200 milliards d'euros, 2/3 aux ménages, en faisant justement un quoi qu'il en coûte élargi, quel que soit le niveau de revenu des ménages. Ça s'est traduit par quoi? Pour une partie, un taux d'épargne énorme, 18% aujourd'hui de taux d'épargne. Donc cet argent, l'État l'a emprunté, l'a redistribué, et ensuite, il a été épargné. Alors bien sûr, il finance plein de choses, mais en tout cas, il n'a été ni investi, ni consommé. Et donc la croissance que l'État aurait pu récupérer par ce coup, on ne l'a pas eu. Résultat, 5% de déficit. Donc il ne faut pas du tout reproduire cette erreur. Il faut avoir des aides qui soient très ciblées et qui soient vraiment en fonction du revenu des ménages, pour aider les personnes et les revenus qui vont avoir le moins de revenus. Et là, en effet, dès que vous avez ce genre de crise, c'est eux qui sont ultra impactés dans leur pouvoir d'achat. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais forcément, quand vous avez un faible revenu, vous avez une aide, cette aide, elle est consommée. Vous n'allez pas l'épargner puisqu'en effet, vous avez de faibles revenus. Et puis, bien sûr, les secteurs industriels qui sont touchés. Donc, Sébastien Lecornu a raison de dire la politique du chèque, c'est pas une politique viable? Quand on a 5% de déficit, non. Un dernier mot sur les taxes, parce que le Rassemblement national, par exemple, il demande précisément une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, l'électricité, le gaz. Est-ce que c'est possible? Alors tout est possible, ça veut dire juste de la dette supplémentaire, il faut juste être au courant. Le grand problème que vous avez en faisant ça, c'est qu'on le voit, donc vous baissez les taxes, donc comme je le disais, quel que soit votre niveau de revenu, vous en bénéficiez, donc c'est pour ça que c'est complètement inefficient économiquement, et c'est un coût pour les finances publiques qui est colossal, sans forcément création de valeur ajoutée. Donc c'est vraiment économiquement pas du tout efficace. Ce qu'il faudrait faire, c'est que si on se décide de faire ce type de mesures et que ça coûte de l'argent, il faudrait plutôt en profiter, ce que j'ai dit précédemment, pour investir dans la transition écologique et faire des aides pour dire aux gens, ayez des pompes à chaleur européennes, ayez des voitures électriques européennes. C'est beaucoup plus ça qu'il faut faire, comme ça quand vous avez une autre crise la prochaine fois, au lieu d'être dépendant à 70% du gaz et du pétrole, vous l'êtes beaucoup moins. Et donc beaucoup moins d'impact sur le pouvoir d'achat. Juste parce que là, c'est vrai qu'on entend plusieurs propositions. Les LR demandent des baisses de taxes, le RN, je viens de le dire, baisse de la TVA, les socialistes demandent un chèque énergie, la France insoumise, un blocage des prix. Quelle mesure, économiquement, est la plus efficace et quelles mesures, selon vous, ne tiennent pas la route? Donc toutes les mesures de baisser les taxes, parce qu'il n'y a pas de prise en cause du revenu, sont absolument pas du tout efficaces. C'est ce qu'on a fait avec le quoi qu'il en coûte et ce qui s'est passé en Russie, et je vous ai dit les conséquences. Donc ça, non, et en plus on a beaucoup trop de déficit. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aider les personnes qui vont avoir un véritable impact sur le pouvoir d'achat. Donc c'est en effet les ménages qui ont de faibles revenus, là en effet il faut les aider,
et les branches industrielles très impactées par les prix de l'énergie. Il faut vraiment avoir cette aide ciblée. Sinon, il ne faut pas du tout toucher aux taxes ou avoir un effet macroéconomique, puisque là, en effet, ça a des coûts énormes pour les finances publiques, très peu d'impact sur le pouvoir d'achat. C'est vraiment une mesure qui est plus conjoncturelle, mais qui n'a pas du tout de conséquences économiques viables à moyen long terme et qui ont un coût énorme pour les finances publiques. Et ça, c'est lié à la situation budgétaire de la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre dette ne nous laisse pas de marge de manœuvre, ne laisse pas au gouvernement de marge de manœuvre pour aider les Français. C'est un choix politique. On peut toujours dire plus de dettes. On peut toujours dire plus de dettes. Ça, c'est vraiment on peut encore choix... le dire. Quand on est à 3 000 milliards de dettes, à 5% de déficit. Moi, je ne pense pas, mais c'est un choix politique. Quand on voit la charge de la dette, on était à 30 milliards, on passe à 60 milliards. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise budgétaire, on emprunte en plus cher. Je pense qu'on ne peut pas se permettre. Et surtout, qu'en faisant ça, encore une fois, comme on ne prend pas en cause le revenu des ménages, ce n'est pas efficace économiquement. Si on faisait ça et que ça crée 2-3% de croissance, que c'est une relance budgétaire, que ça crée du PIB, que ça crée du pouvoir d'achat, etc., pas de problème. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. On a vu les conséquences sur le déficit. Outre l'augmentation des prix à la pompe, qui sont très concrètes, quelle autre conséquence ça a pour le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui ? Alors, c'est vraiment ça la grande conséquence. Il faut se dire qu'en 2024 et 2025, on retrouvait du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que les salaires avaient augmenté et les prix de l'énergie et des denrées alimentaires s'étaient effondrés. Donc forcément, on avait retrouvé du pouvoir d'achat. Dans les prévisions, y compris l'INSEE, on n'est pas encore... Bien sûr, il y a un choc sur le pouvoir d'achat qui est indéniable à cause des prix de l'énergie et de l'alimentaire toujours, mais on n'est pas dans un choc aussi fort que ce qu'on a pu avoir avec la crise ukrainienne. Et on a eu des hausses notamment dans l'alimentaire, on se souvient de 16-18% qui étaient absolument colossal. Donc on espère qu'on ne va pas en arriver là, mais là les conséquences concrètes que les Français vivent, c'est en effet prix du carburant, c'est pour ça quid de l'électrique, et d'ailleurs beaucoup de Français font les comptes aujourd'hui pour savoir s'il faut continuer ou pas au thermique, et puis quid sur les denrées alimentaires qui sont aussi impactées. Est-ce que vous arrivez à mesurer les conséquences à l'heure actuelle de cette incertitude sur la durée du conflit au Moyen-Orient, sur son intensité, sur notre économie, ou c'est trop tôt ? Alors, on peut le mesurer en termes de PIB, de points de PIB. Là, en effet, on a revu nos prévisions à la baisse, 0,2, 0,3 points de PIB en moins par rapport à ce que l'on attendait. Parce que c'est vrai que comme on avait un budget... Donc un impact sur la croissance. Voilà, un impact sur la croissance. On se disait, voilà, ça y est, on a le budget, on a en effet plus d'inflation, on a une économie qui repart avec l'investissement des entreprises, ça va être positif. Là, ce rebond qu'on attendait, encore une fois, malheureusement, on l'aura pas. Donc ça, en effet, on le quantifie déjà bien. Les impacts aussi sur le budget, parce qu'en effet, s'il y a ces nouvelles mesures, ça va avoir encore un coût, donc sur le déficit public. Donc on a déjà des conséquences qui sont très concrètes financièrement de cette crise sur l'économie française. On n'a pas le rebond. Et le risque, j'insiste là-dessus, c'est que l'investissement est très très fort en Chine, aux États-Unis, on l'a vu. Et donc nous, en Europe, la variable qu'on a en moins, notamment des États-Unis, c'est cet investissement qui est beaucoup plus faible. Et avec toutes les crises, notamment la crise ukrainienne, eh bien l'investissement repartait en Europe, notamment grâce à l'Allemagne qui a investi énormément. Là, le risque, quand il y a ce type de choc et où tout le monde dit qu'il faut faire des chèques, etc., c'est que comme ça va coûter de l'argent, qu'est-ce qu'on va encore sacrifier ? L'investissement au profit de la consommation immédiate. Et donc, on retourne dans un cercle vicieux, on n'investit pas assez, on reste très dépendant, et donc on continue de subir les crises. Et le risque vraiment pour l'Europe, c'est la stagflation. Donc c'est un mot un peu, au cours d'économie, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Ça rappelle des cours d'économie. Une faible croissance économique et une inflation qui est élevée. Et qui peut avoir des conséquences sur le plus long terme, cette inflation, au niveau de la charge pour les finances publiques, au niveau des prestations sociales, des retraites qui sont indexées sur l'inflation. Alors, on va avoir un effet un peu plus long terme. Bien évidemment, il y aura des impacts, mais ce sera plutôt dans les arbitrages. Et ce sera intéressant de voir ce que les politiques ont décidé. Et moi, je regarde toujours ce qui s'est passé précédemment, puisque on a un très beau laboratoire. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est pour ça que je parlais de l'investissement. C'est que quand il y a ce genre de crise, encore une fois, et c'est normal, on va sécuriser la sécurité sociale, les retraites, les dépenses de consommation, et c'est encore une fois l'investissement qui va être sacrifié. Donc c'est ça en fait le problème. Bien sûr qu'à court terme ça se voit pas, mais le problème c'est qu'à long terme ça se voit et que tous les chocs qu'on a là et les dépendances, aujourd'hui c'est les conséquences du manque d'investissement d'avenir qu'on n'a pas fait il y a 10 ans. Un dernier mot sur ce qu'on appelle l'économie de guerre. Il y avait une réunion hier à Matignon là-dessus. Est-ce que le terme est galvaudé ? Est-ce qu'on est dans une économie de guerre ? Non, alors ça c'est toujours des termes énormes qu'on met en avant. On l'avait avec la Russie, et là, encore une fois, à mon sens, c'était beaucoup plus justifié, parce que là, la grande différence, encore une fois, je le disais, c'est qu'avec ce détroit bloqué, c'est plutôt les pays asiatiques qui sont les premiers bloqués.
Nous, on subit la hausse des cours, mais si vous voulez, on est moins impacté que quand il y a eu la crise avec la Russie. Ça, c'était en Europe, etc. Ça nous concernait beaucoup plus. Donc bien sûr, on est impacté, mais on est beaucoup moins dans la même situation. Et économie de guerre encore, il faut quand même rappeler les définitions, c'est quand tout votre appareil productif est orienté vers la guerre. On voit que, bien sûr, on investit plus dans la défense, etc., heureusement, mais on n'en est pas encore là. Donc là aussi, il faut faire attention, toujours avec ces mots, avec ces extrêmes. Il faut, je pense, être posé, regarder les données, regarder les faits et essayer d'avoir une politique, on va dire, contenue, parce que s'il y a un vrai choc et si ça continue, ça dégénère, là, en effet, il faudra intervenir et là, il faudra avoir des marges de manœuvre. Et vous dites, on investit plus dans la défense, révision de la loi de programmation militaire. Sébastien Lecornu qui annonce 8 milliards supplémentaires pour des munitions. On a un nouveau porte-avions, 10 milliards. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de quoi qu'il en coûte militaire ? Alors, on peut parler d'une quoi qu'il en coûte militaire, mais à mon sens, la défense fait partie d'un secteur stratégique. Ça ne nous a pas échappé tout de même, vu les tensions géopolitiques. Donc, à mon sens, économiquement, et c'est là où il y a une limite, c'est que vous avez en effet l'économie classique, compétitivité, etc. Et à mon sens, il y a certains secteurs stratégiques où là, on doit avoir une vision de souveraineté qui doit être supérieure à celle de la compétitivité. Et pour moi, un des secteurs, c'est bien sûr la défense, comme par exemple le secteur énergétique. Le fait d'avoir un secteur énergétique qui soit approvisionné, qui soit sécurisé, le fait d'avoir de la défense, c'est pas pour ça que vous êtes belligérant, etc. Ce n'est pas ça, mais c'est juste que ça vous permet d'être indépendant dans le cas où vous allez avoir beaucoup de chocs géopolitiques, ce qui est le cas et ce qui va sûrement continuer. Mais est-ce que ça va nécessiter de vraies réformes ailleurs ? Est-ce qu'à un moment, ça va être dur pour les Français parce qu'il va falloir s'attaquer à certains sujets concernant notre dette ? Alors, ça va être dur pour les Français parce qu'on est très endettés, mais ce n'est pas à cause de la défense. Hein. Ça fait depuis 1974 qu'on est en déficit, donc on n'était pas en 1974 dans cette situation-là. Donc là, il faut faire attention, c'est pas à cause de ça. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vu la situation, on a de nouvelles dépenses, et justement, des dépenses d'investissement, parce que qu'est-ce qu'on regarde en économie ? Ce n'est pas juste vous dépenser, mais c'est combien ça vous rapporte. Si vous dépensez 1 et que ça vous rapporte 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Et l'avantage pour la France aujourd'hui, qui est quand même bien placée dans certains secteurs, on est bien placé dans la défense, on est bien placé dans l'énergie, on est bien placé dans la santé. Ça ne vous a pas échappé qu'on a en effet les problématiques de défense, qu'on a le vieillissement de la population et qu'on a une demande forte d'énergie décarbonée. Donc profitons de ce qui se passe en ce moment pour justement revenir sur ces secteurs stratégiques et faire que ça profite à la France, à l'économie française. Si vous avez plus de revenus, tout ce que l'on dit, le pouvoir d'achat, les aides, la sécu, la retraite est financé. Mais la question, c'est comment avoir du revenu. Donc profitons de ces opportunités où de toute façon on est obligé stratégiquement de se défendre. Bon, voilà, le contexte géopolitique est tel qu'il est qu'on n'a plus le choix. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie Altif pour votre précieux éclairage. Évidemment, dans ces temps où on entend beaucoup de choses et on avait besoin justement de mieux comprendre. Merci beaucoup pour votre éclairage. On passe tout de suite à ce qui fait la une dans nos régions. Merci. Allez, on va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Limoges. Bonjour Olivier Chaperon, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du Populaire du Centre. Olivier, avec vous, coup de projecteur ce matin sur une entreprise qui porte haut les couleurs de la Haute-Vienne. Ah, tout à fait, c'est la Scopema, qui porte la marque RIB, petite production spécialisée dans la banquette convertible, qui est dans le camping-car, le fourgon, les vannes, et qui travaille surtout 80% à l'export. C'est une entreprise aux confins du Limousin et qui est prévue, qui prolonge jusqu'en Australie, en fait, puisque c'est une société qui vend pour Renault, Ford, Volkswagen, qui fait de l'aménagement de vannes, de fourgons, et qui, donc, à ce titre-là, niché au cœur de la campagne limousine, qui fait 15 millions d'euros qui a un chiffre d'affaires de 15 millions par an, avec 60 salariés. Et en 1994, elle n'avait que 300 000 euros de revenus pour 8 salariés. En fait, ce qui fait la réussite de cette entreprise, c'est qu'elle est passée en SCOP. C'est-à-dire qu'une coopérative d'entreprise qui, aujourd'hui, emploie 60 salariés, comme je vous le disais, et qui se développe toujours avec le soutien notamment des collectivités, puisque c'est un peu le principe des SCOP. Elles sont soutenues plutôt par les collectivités parce qu'elles sont non délocalisables pour la plupart d'entre elles. Et puis, elles produisent sur place avec des main-d'œuvre sur place. Aujourd'hui, elle est aidée par la région pour l'usine du futur, sur 12 000 m² de construction, ce qui fait l'une des plus grosses entreprises du secteur à l'ouest du Limousin. Et elle se développe, elle continue de se développer
On pense encore une petite croissance, notamment parce que l'entreprise veut se développer dans la fabrication de sièges pour véhicules de l'armée. C'est un bon moyen aujourd'hui, malheureusement, de se développer. Ouais, Les SCOP, non, pardon, Olivier, aujourd'hui, allez-y. elles sont en pleine croissance parce que justement, on a ce soutien des collectivités. Hein. En Limousin, fin 2025, on avait 77 sociétés coopératives pour 800 salariés, ce qui fait quand même une belle masse sur un secteur comme le nôtre. Olivier, si on comprend bien, c'est un modèle qui a le vent en poupe, hein, du coup, chez vous. Alors oui, tout à fait, parce qu'économiquement, c'est plutôt fiable. Comme je le disais, c'est porté par les collectivités et donc elles s'y intéressent. Et effectivement, comme c'est non délocalisable, on a même des pépites avec des startups qui se lancent aujourd'hui. On en a une là qui fonctionne bien et qui produit du matériel informatique pour calculer les températures dans les chambres froides et les frigos, et qui elle aussi rayonne à l'international. Donc oui, c'est un bon modèle qui, alors évidemment, ne fera pas l'intégralité de l'économie d'un territoire, mais qui soutient bien l'activité. Merci beaucoup. Merci Olivier Chaperon, la une du Populaire du Centre, une usine du futur à la campagne. C'est à la une de votre journal. Merci Olivier Chaperon. Et Stéphane, on regarde les autres unes de nos quotidiens régionaux et on parle ce matin de l'augmentation des prix à la pompe à cause de la guerre au Moyen-Orient. C'est la une de Corse Matin. Oui, parce que deux dépôts de pétrole ont été bloqués hier par le collectif des gérants indépendants des stations-service en Corse. Ils protestent contre le plafonnement des prix dans les stations service Total, 1,99 € le litre de sans-plomb, 2,09 € le litre de gasoil. Un plafonnement alors que dans les autres stations-service, par exemple Vito ou Eni, les tarifs grimpent à 2,20 €, voire 2,40 €. Une concurrence déloyale, dénoncent ces enseignes qui craignent mettre la clé sous la porte parce que dans le même temps, les clients se ruent dans les stations-service les plus abordables. Et les professionnels, les gros rouleurs, ils tirent la sonnette d'alarme. C'est à la une de la montagne. Oui, dans les pages du quotidien, les transporteurs témoignent. L'entreprise Transport Combronde consomme avec ses 650 camions pas moins de 900 000 litres de carburant par mois. Mais avec la guerre, la facture affiche plus 25%, ça fait 600 000 €. La possibilité laissée par le gouvernement de reporter les charges de l'entreprise ne suffit pas. Même avis chez les chauffeurs de taxi du Puy-de-Dôme. Dans la montagne, témoignage du président du syndicat des taxis autonomes du département. Voilà ce qu'il dit, c'est reculer pour mieux sauter. La colère, elle gronde aussi chez les enseignants. Et ça, c'est la une de la Charente Libre et de la Provence. Oui, parce que le couperet de la carte scolaire est en train de tomber avec à la clé des suppressions de postes d'enseignants et des fermetures de classes. En Charente, 14 postes vont être supprimés à la rentrée 2026, 19 classes vont disparaître. Pour protester hier, une centaine de personnes, d'enseignants surtout, se sont rassemblés devant l'inspection académique d'Angoulême. Même chose à Marseille, où là ce sont 67 classes qui fermeront pour seulement 12 ouvertures. La raison invoquée est simple, la démographie baisse, donc il y a moins d'enfants à scolariser et donc on peut fermer des classes, ce qui est contesté par les enseignants dans la cité phocéenne. La ville de Marseille demande même un plan professeur pour mieux doter la cité phocéenne en enseignants et une nouvelle journée de grève aura lieu mardi prochain. La presse de la Manche, elle raconte ce matin les entreprises françaises qui participent à la construction du futur porte-avions France Libre. Un chantier titanesque, 12 milliards d'euros pour un porte-avions qui fera au total 310 mètres de long. La Charente Libre nous parle des 800 entreprises françaises qui travaillent aux côtés de Naval Group, des chantiers de l'Atlantique et de Technic Atom, les 3 maîtres d'œuvre du projet. L'entreprise Actec et Cepfa, dirigée par Arnaud Ventuine, va produire des pièces de structure pour la coque du porte-avions, mais aussi des éléments propulsifs et de produits nucléaires pour l'intérieur du bateau. Son interview est à retrouver dans la presse de la Manche. Alors, on termine avec la une du Télégramme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre des croquettes ? Alors, vous n'avez pas d'animal de compagnie, Oriane, mais sachez que le quotidien breton nous raconte ce matin comment les animaleries se font concurrence dans les zones commerciales. Autour de Saint-Brieuc, 3 enseignes de ce type sont ouvertes. 2 autres doivent s'installer d'ici le mois de mai. Un boom attribué à un phénomène baptisé en bon français le pet parenting, ce qui veut dire, traduction, s'occuper de ses animaux comme de ses propres enfants. Et le Télégramme nous donne ce chiffre. Le marché français de l'alimentation pour animaux de compagnie, c'est 6,6 milliards d'euros, alors qu'un Français sur 2 a un chien ou un chat.
Stéphane, vous restez avec nous parce qu'on a fait depuis des semaines une revue de presse municipale. On va terminer aujourd'hui, justement, on va continuer et finir de tirer les enseignements de cette élection. Avant de voir votre revue de presse, on va aller voir les enseignements dans nos Outre-mer. Bonjour Laurence Théatin, merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef à Outre-mer La Première. On va tirer le bilan avec vous. Vous avez précisément analysé les résultats en détail de ces municipales dans les Outre-mer. Qu'est-ce qu'on en retient? On s'arrête peut-être d'abord à La Réunion. On peut parler d'une poussée du Rassemblement national? Oui, percée du Rassemblement national et de l'extrême droite, souvent soutenu par le RN. Le Rassemblement national s'implante donc à La Réunion. C'est une première dans le département. Le Rassemblement national a conquis une mairie. Le maire sortant, Johnny Payette, qui est passé du MoDem, puis au centre, puis au Rassemblement national en cours de mandature. Le parti pénètre les conseils municipaux dans 4, voire 5 communes. Je vous expliquerai pourquoi je dis voire 5 communes, dont le chef-lieu, Saint-Denis, remporté par la maire sortante Erika Barège, l'ancienne ministre socialiste. Et elle a face à elle une seule opposition, le Rassemblement national et l'extrême droite, soutenue par le Rassemblement national. Il y a aussi dans la commune de Saint-Philippe. Alors là, c'est un cas un peu particulier, un maire étiqueté divers centres, mais qui est soutenu par le Rassemblement national. Et puis enfin, il y a Saint-André, le maire sortant de gauche l'emporte dans un mouchoir de poche avec 34 voix d'écart face à une alliance RN et de la droite. Et dans cette commune, le candidat RN, Laurent Virapoulet, était arrivé en seconde position avec 21% devant son frère divers droite. Et ils ont d'ailleurs déposé un recours. Alors, ça, c'est pour La Réunion. On va s'arrêter maintenant en Nouvelle-Calédonie. Laurence, quels sont les enseignements de ce scrutin à la lumière des accords de Bougival? Écoutez, on a une polarisation avec d'un côté les indépendantistes de l'UCF-LNKS foncièrement contre l'accord de Bougival et de l'autre la frange radicale des non-indépendantistes, les loyalistes qui ont fait tous deux de ces élections municipales un référendum pour ou contre l'accord de Bougival, ce qui a d'ailleurs été dénoncé par le président de l'association des maires non-indépendantistes et signataires de l'accord de Bougival. Et loyalistes comme le FLNKS, ils sont allés chacun de leur communiqué pour revendiquer la victoire. En réalité, si on se positionne par rapport à l'accord de Bougival, il n'y a pas de lisibilité claire. On a un taux d'abstention de 41%, une prise des loyalistes des 4 grandes villes du Grand Nouméa qui ont sorti les 2 maires non indépendantistes modérée. Sonia Lagarde, la maire de Nouméa, a été réélue dès le premier tour, soutenue par les loyalistes. Mais il faut garder en tête que le Grand Nouméa a été profondément secoué par les émeutes de 2024. Si on regarde les résultats de l'UCF-LNKS, ils sont contrastés dans un contexte de fragmentation et même de fracture du camp indépendantiste autour de ces accords de Bougival, avec cette perte symbolique de la ville de Koné en province nord, indépendantiste depuis sa création et qui est passée aux mains d'un candidat sans étiquette, non indépendantiste, le FLNKS, qui a perdu quelques bastions, soit au profit d'indépendantistes modérés comme l'UNI, pour l'accord de Bougival, soit au profit de listes qui se disent d'ouverture, mais on peut voir quand même dans ces villes perdues par le FLNKS, un besoin de renouvellement dans des communes minières économiquement sinistrées. Il y a donc cette troisième voie, ces listes qui se disent d'ouverture, de rassemblement sans étiquette, parfois qui se disent apolitiques et qui ont rencontré certains succès. Merci beaucoup Laurence Théatin, rédactrice en chef à Outre-mer La Première, pour ce bilan, les enseignements qu'on pouvait tirer des municipales dans nos Outre-mer. Stéphane, les municipales, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore des élections, ce qu'on appelle les 3e tours, l'élection dans les conseils municipaux, l'élection dans les métropoles aussi, président d'agglo, président de métropole. Exactement, c'est à la une du Progrès ce matin. Alors ça, on va y revenir dans un instant parce qu'il y a d'abord la une de Nord-Éclair qui nous parle de la métropole européenne de Lille, la MEL. L'actuel président de la métropole aimerait bien conserver son poste
Éric Skironka a annoncé qu'il sera candidat à sa succession. Le maire de Sailly-et-Lannoy est le favori pour l'élection qui aura lieu dans la métropole européenne de Lille le 10 avril. Et puis à Lyon, la métropole bascule à droite avec à sa tête une nouvelle présidente. Voilà, à la une du Progrès, donc ce matin. Véronique Starcelli succède à l'écologiste Bruno Bernard. Elle prend les commandes, comme le dit le Progrès. La maire LR de Sainte-Foy-les-Lyons a été élue hier avec 91 voix sur 150 dès le premier tour. Résultat sans surprise, mais qui consacre cette page qui se tourne pour les écologistes dans la métropole. Et à noter que parmi les vice-présidents, le premier d'entre eux, le premier vice-président, n'est autre que Jean-Michel Aulas, candidat battu à la mairie de Lyon par l'écologiste Grégory Doucet. Merci Stéphane, et on va aller justement à Lyon. Bonjour François-Noël Buffet, merci d'être avec nous, sénateur LR du Rhône. Vous êtes élu à la métropole de Lyon. À défaut d'avoir fait basculer la ville, vous avez pris aux écologistes la métropole, remporté largement. Vous vous attendiez à un tel score ? Pour être très honnête, on ne s'attendait pas à un score aussi important, même si on s'attendait tout de même à une victoire. Il est incontestable qu'à l'échelle de la métropole, hors Lyon, il y avait une volonté de passer à droite, de changer le cap, notamment en raison des effets des politiques menées sur Lyon et par la métropole en matière d'environnemental et de circulation en particulier. L'accès désormais au centre-ville devenait extrêmement difficile pour ceux qui vivent l'agglomération, pour ceux qui y travaillent. Et il y a une volonté, je crois, de tourner la page et de sanctionner. François-Noël Buffet, la métropole, elle concentre beaucoup de pouvoir. Comment ça va se passer entre la métropole et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet ? Oui, c'est la première agglomération de France après l'Île-de-France, il ne faut pas l'oublier. C'est 1 500 000 habitants, c'est 4 milliards de budget. Et il y a des communes qui sont dans l'opposition nécessairement par rapport à la métropole. Eh bien, il faudra travailler avec elles sans renier nos convictions. Lorsque l'on est à la tête d'un exécutif comme celui-ci, on essaye d'harmoniser l'ensemble des politiques et de contractualiser en particulier avec les communes. Et qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, il faudra bien travailler de cette manière-là, dans l'intérêt et le seul intérêt des Grands Lyonnais. Comment vous expliquez, on l'a dit, François-Noël Buffet, la métropole de Lyon a été remportée largement par le camp Aulas, par la droite. Comment, du coup, vous expliquez votre défaite à Lyon ? Il y a eu un problème avec Jean-Michel Aulas, le candidat, sa campagne ? Il n'y a pas de particulier avec Jean-Michel Aulas. Qui a changé à Lyon, comme dans toutes les grandes métropoles, et les analyses montreront. Elle n'est plus la même que ce qu'elle était il y a encore 15 ans ou 10 ans simplement. Et de ce fait, Grégory Doucet a réussi à mobiliser son électorat, mais on rate la marche de peu de choses. De peu de choses. Bien sûr que tout n'a pas été parfait dans la campagne qui a été menée, mais malgré tout, des choses ont été dites et on rate la marche de peu de choses. C'est bien dommage, parce que la ville de Lyon, en ligne avec la métropole de Lyon, aurait permis d'avancer encore mieux sur les dossiers, mais cela n'empêchera pas d'avancer dans un travail de coopération qui devra se mettre en place, enfin en tous les cas de contractualisation plutôt que de coopération. Dernière question, François-Noël Buffet, est-ce qu'il y a des sénatoriales en septembre ? Est-ce que compte tenu des résultats à la métropole, dans les villes du Rhône, vous arrivez à vous projeter sur ces sénatoriales et à le voir à peu près ce qu'elles pourraient donner, notamment pour les Républicains ? Oui, bien sûr. Regardez, évidemment, les choses sont la situation ailleurs qu'en 2020, c'est clair. Donc nous devrions pouvoir progresser à la condition, évidemment, comme toujours, que les choses se construisent intelligemment, dans l'union autant que faire se peut, le plus possible, bien évidemment, et nous pourrions à ce moment-là progresser nettement en termes de sénateurs. Il pourrait y avoir un sénateur. Ou de sénatrices, bien sûr. Il pourrait y avoir un sénateur de la France Insoumise dans le Rhône ? Je ne crois pas. Merci. Oui, allez-y. Une élection reste une élection. Merci beaucoup. Merci François-Noël Buffet d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment très vite avec grand plaisir sur ce plateau. Merci beaucoup. Arnaud Benedetti, vous êtes avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être là, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Émilie Zapalski, merci également, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On entendait François-Noël Buffet. On voit ce qui se passe à Lyon, où on a une métropole qui a basculé à droite, une ville principale, Lyon, qui est restée aux écologistes. C'est le cas à Marseille aussi, où là rien n'a basculé, mais Marseille va rester à gauche.
gauche, la métropole va rester à droite. Ça montre quoi, Émilie, et ça veut dire que ça peut être compliqué à gérer? En fait, c'est vrai que c'est un peu l'arrière-boutique un peu des municipales. C'est la surprise du chef, c'est-à-dire on focalise, c'est vrai, sur les maires. Et après, il y a la métropole. La métropole, elle a quand même des compétences assez importantes, un budget assez important. Et donc, le déséquilibre, ça crée un déséquilibre, ça crée plus de coopération nécessaire. Alors, quand on dit coopération, je pense que c'est plutôt lutte et confrontation qu'il faut entendre, même si, il y a l'idée de travailler ensemble. Et moi, je trouve que c'est pas inintéressant quand même, parce que ça fait peser des poids différents, ça peut contrebalancer des décisions, ça peut orienter un petit peu mieux les choses. Donc oui, ça va être compliqué de s'entendre quand on a des orientations politiques si différentes avec des volontés, on l'entend bien là, avec le côté écologiste qu'on essaie de contrecarrer, mais ça peut être intéressant d'avoir cette confrontation et ces idées un peu opposées. Arnaud? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça peut en effet être un moyen d'équilibrer le pouvoir sur le territoire, mais faut-il encore que ça ne le paralyse pas? Et c'est bien le sujet et bien la question. C'est intéressant ce qui s'est passé à Lyon, parce qu'en effet, la ville, le centre de la métropole, Lyon, a réélu son maire, mais la métropole a basculé à droite. Donc on va voir comment, sur un certain nombre de projets, je vois que par exemple sur les transports, la nouvelle présidente de la métropole a dit qu'il faudrait négocier avec le maire de Lyon parce qu'il souhaite revoir un certain nombre de schémas en termes de transport. Et donc ça va être en effet une bataille qui va nécessiter pour l'ensemble des acteurs, s'ils veulent satisfaire leurs administrés, d'essayer de converger. Alors c'est vrai pour les métropoles, c'est vrai aussi pour les communautés d'agglomération, parce que vous avez un certain nombre de territoires où vous avez des villes-centres qui ont basculé politiquement et des agglomérations qui restent en tout cas de manière tangente éventuellement dans un autre bord politique. Donc on va voir un certain nombre de recompositions peut-être se faire. Voilà. Mais les élus locaux ont l'habitude quand même de travailler ensemble aussi. C'est une vision quand même qui est parfois un peu moins idéologique. Alors c'est peut-être moins vrai d'ailleurs dans les métropoles, mais en tout cas dans les agglomérations, c'est peut-être un peu plus fort. Ouais, allez, le vendredi, on a l'habitude de tirer le bilan de la semaine politique. Alors, cette semaine politique, on a vu les secousses, les répliques sismiques de ce qui s'est passé dimanche dans les urnes après ces municipales. Est-ce qu'il n'y a pas, Émilie, une forme de paradoxe? C'est-à-dire que dimanche, ceux qui ont eu le plus d'élus locaux, ce sont les Républicains, ce sont les socialistes qui ont conservé des bastions, qui restent des partis d'élus locaux. Et puis on a vu cette semaine ces deux partis imploser, se déchirer, se fracturer en vue de la présidentielle. Comment on l'explique? De toute façon, on savait que ces deux forces qui sont très présentes en termes d'élus locaux, et ça ne change pas. Et c'est vrai que c'est les grands gagnants, quelque part, mais en continuité avec ce qui s'est passé des municipales, les Républicains et la gauche, avec tout ce qu'on y met et qui n'est pas encore très clair dedans. Maintenant, c'est vrai qu'ils se sont fait manger du terrain d'une manière symbolique et avec quelques prises importantes par côté droite, le Rassemblement national, ou plutôt, je dirais, l'Union des droites incarnée par Éric Ciotti, avec Nice notamment, une belle prise. Et puis de l'autre côté, c'est LFI qui a marqué des points en termes de prise, je penserais à Roubaix, mais aussi en termes de symboles. C'est comme s'ils avaient préempté ce terrain de la gauche pour 2027. Ils ont véritablement marqué des points, je pense à LFI. Ils ont fortement embarrassé le PS avec ces questions alliance, pas alliance, alliances qui ont été finalement pas très fructueuses au niveau local. Et là, on voit bien à quel point ils se déchirent cette semaine et à quel point c'est compliqué de s'organiser avec cette force que représente LFI. Et de l'autre côté, à droite, pareil, c'est l'ERN qui mène le jeu, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de villes, alors qu'ils ont encore un plafond de verre sans grande ville, mis à part Nice, mais c'est porté par Éric Ciotti, donc pas tout à fait par l'ERN. Donc voilà, ils sont embarrassés par des petits challengers qui prennent une place de plus en plus importante. Arnaud, comment on explique ces fractures après des résultats qui n'ont pas été mauvais pour les deux partis, voire qui ont été bons? Oui, enfin, ils gèrent un capital. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut se rendre compte que malgré tout, ils se font grignoter des positions, à la fois par LFI et à la fois par le Rassemblement national. Alors d'ailleurs, dans des structures territoriales qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour l'un et pour l'autre, mais il y a une progression malgré tout de LFI qui est certes aussi du symbolique, parce que LFI, comme d'habitude, a installé son récit dès l'annonce des résultats. C'est un grand classique avec LFI, mais ça marche en tout cas, et puis ils ont gagné quand même quelques villes.
Et du côté du Rassemblement national, qui a eu quelques conquêtes importantes dans les villes moyennes et dans les petites villes, notamment. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, oui, la crise, elle est aujourd'hui à gauche au Parti socialiste. De ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari. Parce que la crise, où elle se trouve, au bureau politique du Parti socialiste, c'est là qu'elle se trouve. Et où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve chez LR aussi. Donc les vieilles forces de gouvernement que constituent en fait LR et le Parti socialiste n'ont pas résolu leurs problèmes de concurrence, parce qu'elles sont sur le plan national à la fois écartelées entre, d'un côté, le bloc central et les pôles qui sont à leur gauche ou à leur droite, respectivement. Donc ce problème, elles ne l'ont pas solutionné. Et les élections municipales l'ont encore moins solutionné. D'ailleurs, il n'y avait rien à attendre des élections municipales en termes de solution. Mais par contre, les élections municipales ont vraisemblablement aggravé la situation. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On savait très bien qu'il y avait deux scènes, une scène nationale et une scène locale. Une scène nationale avec des marques politiques qui étaient fortes, une scène locale avec d'autres marques politiques qui étaient fortes. Mais pour les marques qui sont fortes localement, c'est-à-dire LR et le Parti socialiste, qui restent fortes localement, les questions, j'allais dire, nationales demeurent et sont loin d'être résolues. On va parler de ce qui s'est passé à droite. On reviendra tout à l'heure sur la gauche, mais Émilie, ce qui s'est passé à droite. Il y avait ces interrogations pendant la campagne. Est-ce que cette campagne va être prémisse d'une union des droites? Est-ce que les LR vont se refracturer? Est-ce qu'une partie va se tourner vers Éric Ciotti, le Rassemblement national? À la fin de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On n'a pas l'impression qu'il y ait des signaux véritablement d'un mouvement dans ce sens. On a plutôt l'impression que c'est un peu l'autre sens. Enfin, Éric Ciotti a amené un peu cette union des droites, mais il n'y a que lui qui a réussi ce pari-là. Et je pense que c'est plus dû à son passé à Nice, à sa confrontation avec Estrosi, qui a fait sa victoire. Et c'est moins une affaire du RN que cette histoire locale, j'ai l'impression. Et moi, je pense que cette idée d'union des droites qui reste un peu dans la tête comme un fantasme, elle ne prend pas tellement corps et on sent bien la résistance de beaucoup au niveau des Républicains, peut-être plus l'état-major que l'électorat, de ne pas aller là-dedans et de voir que c'est un peu la perte du parti. Mais il y a toujours cette tentation parce qu'on a toujours envie de suivre ce qu'on imagine comme les gagnants du futur round 2027. Mais on voit bien qu'il y a une résistance et globalement, c'est ce que je voulais rajouter sur les municipales, même si c'est vrai que LFI et le RN ont symboliquement gagné, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une résistance en France sur ces deux partis d'extrême. On l'a vu sur des grandes villes pour le Parti socialiste, Paris, Marseille. On le voit pour les LR qui se sont organisés pour ne pas laisser parfois monter en puissance le RN. Et on voit bien que le RN est bloqué dans les grandes villes. Donc il y a quand même un terreau fructueux pour ces partis-là, plus nuancés, plus modérés. Sur l'union des droites et sur la ligne, la position que va prendre les Républicains, il y a une déclaration qui n'est pas nouvelle, mais qu'a refaite Laurent Wauquiez cette semaine, son souhait d'un candidat unique qui irait d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. On va voir ce qu'on a dit ce matin. Sarah Knafo, justement, on l'écoute. Je suis favorable à une primaire de la droite. Je dirais que l'idée de Laurent Wauquiez, qui était aussi l'idée de David Lisnard il y a quelques mois, je trouve que c'est une bonne idée, que ça permettrait aussi de donner une dynamique à la droite, comme on l'a observé en 2016. Je me permets encore de vous poser la question. Alors, sur le jusqu'où, je vous dirais que ce sont les électeurs qui choisiront. C'est-à-dire qu'on dit que la primaire est ouverte, qui veut se présenter, et ensuite les électeurs tranchent. Et ce sont les électeurs qui diront qui est de droite, qui mérite d'avoir des suffrages. Voilà, ça reste un peu flou, mais elle ne ferme pas la porte à participer à une primaire qui irait d'Édouard Philippe jusqu'à elle. Je ne l'ai pas entendu sur Édouard Philippe encore, c'est pas très clair quand même. En tout cas, ce que je comprends, ce que j'ai compris, c'est que Édouard Philippe et une partie des LR ne veulent pas une primaire avec... Édouard Philippe, d'ailleurs, ne veut pas de primaire en tant que tel, il est candidat tout court. Mais enfin, une partie de LR ne veut pas de primaire. M. Copé, M. Bertrand ne veulent pas de primaire avec Mme Knafo. Donc cette histoire de primaire, à mon avis, elle est très mal emmanchée, si vous me permettez l'expression. Le problème de l'union des droites, si vous voulez, la difficulté de l'union des droites, d'abord, c'est un serpent de mer, l'union des droites. Mais l'union des droites, ce qui a changé, c'est que l'électorat de droite la veut. Mais les appareils ne la veulent pas. Personne. Mme Le Pen n'en veut pas. Monsieur Retailleau n'en veut pas,
finalement, il n'y a que M. Ciotti qui est favorable à une union des droites. Et Mme Knafo veut une union des droites, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille une union des droites avec le Rassemblement national. En tout cas, elle ne le dit pas explicitement. Donc, cette union, elle ne se fera en effet, si elle se fait, que par le résultat électoral. Le problème, c'est que, si vous voulez, vous avez aujourd'hui une zone de chalandise électorale qui, pour aller vite, va du centre droit avec M. Philippe jusqu'à Mme Knafo, qui est à la droite des LR. Je laisse de côté le Rassemblement national. Et que vous avez dans cette zone de chalandise plusieurs offres politiques, plusieurs candidats possibles. Donc la difficulté, c'est qu'il y a une forme de trop-plein dans une zone de chalandise qui est quand même restreinte aujourd'hui en termes d'intention de vote. Il est clair que si tous ces gens décident de se présenter au mois de janvier ou au mois de décembre prochain à l'élection présidentielle, il n'y en a aucun qui franchira le second tour, le premier tour de l'élection présidentielle. Donc il faut trouver. On voit bien que M. Lisnard lui aussi veut y aller. On a vu qu'il n'était pas favorable. Il a quitté LR il y a 24 heures ou 48 heures, qu'il n'était pas favorable au mode de désignation du candidat tel qu'il est proposé par M. Retailleau. Donc pour l'instant, aucun de ces problèmes n'est réglé. Finalement, les seuls qui sont sûrs d'eux, ce sont ceux qui sont candidats. C'est-à-dire M. Mélenchon, dont on sait qu'il sera candidat, malgré tout, M. Philippe, dont on sait qu'il sera candidat, non mais qui sont sûrs d'eux en termes de stratégie. Et puis le Rassemblement national qui aura un candidat, soit M. Bardella, soit Mme Le Pen. Ça veut dire que Bruno Retailleau, qui lui aussi officiellement est candidat, pour vous, ça va avoir du mal à aller jusqu'au bout. M. Retailleau sera peut-être candidat au bout du bout, mais il est quand même dans une situation assez impossible avec LR aujourd'hui. Ouais. Et avec Gérard Larcher, pardon Émilie, je vous donne la parole, qui dit en novembre, il faut un candidat unique de la droite et du centre. Oui, mais de toute façon, c'est un peu comme à gauche. On est plus fort quand on est unis, et on voit bien par rapport aux difficultés de ces deux partis-là que s'ils vont en plus diviser, ça va être très compliqué. Non, je voulais revenir sur Édouard Philippe. On voit qu'il y va, mais il y va un peu bizarrement quand même. Il annule là son grand rassemblement prévu le 12 avril. Oui, c'est vrai. Depuis longtemps, on entendait parler d'un plan massif qui devait nous annoncer. On n'en a jamais vu la couleur. C'est assez étonnant, cette façon de... Il a commencé à faire des meetings, à initier son projet, puis il a fait le Tour de France, etc. Mais on voit qu'il y va. Enfin, c'est un peu bizarre. Sa communication est quand même compliquée. Mais je pense qu'ils vont surtout avoir une difficulté à droite avec celle qu'on vient d'entendre, Sarah Knafo. Parce que moi, je pense qu'elle a fait quelque chose d'assez fort pendant la municipale, même si elle n'a pas eu un résultat énorme par rapport à ce qu'on pouvait annoncer, ce qu'on pouvait imaginer, et ce qui était annoncé. Mais elle s'est dévoilée, elle s'est révélée, moi, il me semble, comme une candidature quand même très intéressante. Elle a une campagne de très, très intéressante, très puissante. Et puis surtout, je crois qu'elle a un avantage, elle qui vient plutôt de l'extrême droite, c'est qu'elle peut représenter un espèce de... Je pense que l'électorat justement de droite peut rejoindre cette femme d'extrême droite qui est moins repoussoir ou épouvantail qu'un Zemmour ou même qu'un Bardella pour certains qui sont issus de la droite. Et je pense qu'ils vont avoir un véritable gros caillou dans leurs chaussures avec Sarah Knafo, qui risque d'embarquer, elle a une espèce de puissance en fait de frappe, il me semble, cette femme politique, et elle peut rassembler au-delà de ce que faisait Zemmour, qui a été un peu très rapide comme une étoile filante, mais ça n'a pas duré. Il me semble qu'elle a posé des jalons au municipal qui vont porter leurs fruits. Et je ne suis pas sûre que ça soit pour les affaires de Retailleau et d'Édouard Philippe. Et elle, pour le coup, Sarah Knafo, elle a tenté d'impulser cette stratégie d'union des droites au municipal, en se retirant au profit de Rachida Dati. Oui, alors dans un bassin qui est parisien quand même, et donc il faut toujours être prudent. Moi, je pense que l'électorat de Reconquête n'est pas l'électorat, par exemple, du Rassemblement national. La grande force et la grande intelligence tactique, finalement, de Madame Knafo dans cette campagne municipale, c'est d'avoir réussi à siphonner une partie de l'électorat LR qui ne voulait pas voter pour Madame Dati, parce qu'on considérait que Madame Dati n'était soit pas la bonne candidate, soit parce qu'elle s'était macronisée en participant aussi à un gouvernement macroniste. Il y avait toutes ces raisons qui ont facilité certainement aussi, mais il fallait réussir à ce que ça soit facilité, et elle a réussi, la dynamique de Madame Knafo à Paris. Elle a siphonné aussi les voix du RN, parce que Thierry Mariani est arrivé à 1,2. Le RN est historiquement faible à Paris. Oui, mais il avait plus. Habituellement, il avait plus que les quelques 1% qu'a eu Thierry Mariani. C'est vrai, mais enfin, je veux dire, le RN n'était pas en mesure, vraisemblablement, de faire un score équivalent à celui de Madame Knafo, enfin, il me semble. Voilà, donc après...
Moi, encore une fois, je pense que la droite dite conservatrice et libérale est loin d'avoir résolu son problème. Un dernier mot, on va écouter un autre candidat vaincu à Paris, c'est Pierre-Yves Vanhazel. Le parti Reconquête est un parti d'extrême droite. Donc c'est leur droit. Mais l'extrême droite, je la combats. Et donc je ne fais pas une primaire avec l'extrême droite. Voilà. Ça va être compliqué à imposer, cette idée de primaire, Arnaud. En tout cas, une primaire qui va d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. Non, mais ça me paraît totalement impossible à ce stade. Alors, c'est pour ça que M. Larcher, quand il demande, en effet, lui, il voit bien la difficulté, il voit bien le danger. Parce qu'on se dirige, finalement, si on continue comme ça, au moins avec 2 candidats à droite, enfin au centre droit, c'est-à-dire M. Philippe et un candidat LR qui, à un moment donné, pourrait être M. Retailleau, par exemple, ou M. Lisnard, par exemple. Donc, si vous voulez, le risque, encore une fois, c'est d'avoir une division des parts de marché électorales avec une multiplicité de candidatures, et ce qui facilite évidemment, le Rassemblement national, et de l'autre côté, LFI, parce que LFI, comme on aura la même chose à gauche, donc si vous voulez, aujourd'hui, la scène politique, ils font tout pour éviter un affrontement de second tour entre LFI et le Rassemblement national. Mais il y a quand même un problème de fond chez LR et à gauche, c'est qu'il n'y a pas tellement de stratégie affichée, ni de positionnement, ni de stratégie affichée. C'est est-ce qu'on fait des unions avec LFI ou avec le RN? Mais qu'est-ce qu'on propose? Au moins, moi je dois dire que LFI et le RN, on sait ce qu'ils proposent et on sait leur stratégie à long terme. Ça, c'est clair et net, on peut le pitcher, comme on fait en communication. Les LR, moi je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ce que c'est leur projet. Pareil pour le PS, à la limite les écolos, on peut imaginer. Et ça, c'est un problème LFI, quand même. Est-ce que la stratégie de LFI, c'était aussi, lors de ces municipales, de montrer finalement une forme de caractère indispensable à gauche? Est-ce que le PS est tombé dans cette forme de piège? Mais complètement, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En gros, ils ont dit, pour 2027, on est incontournable. Et ça, ils l'ont fait, et ils ont gagné, même s'ils ont gagné très peu de villes, quelque part. Déjà, c'est la première fois qu'ils s'en mêlent vraiment des municipales, donc c'est plutôt pas mal réussi. Mais en plus, ils ont complètement préempté ce terrain de la gauche, et on voit bien à quel point ils ont du mal à s'organiser en face. On va terminer par l'autre sujet, le sujet de préoccupation des Français cette semaine, c'est l'augmentation des prix à la pompe. Que va faire l'État? Que peut faire l'État? Comment peut-il aider les Français? On va écouter ce matin le ministre David Amiel. Pour toute dépense nouvelle, il y aura l'annulation d'une autre dépense prévue à l'euro près avec un décret d'annulation. C'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre de creuser encore la dette et les déficits. Il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte face à la crise énergétique. On ne peut pas refaire ce que nous avons fait en 2022-2023, tous les 2 et tous les 3 ans. Le gouvernement est coincé, Arnaud, entre des Français qui, face à la hausse des prix du carburant, demandent des aides, et puis une dette qui ne permet peut-être pas de le faire. Ah ben complètement. Parce qu'il a un problème structurel, c'est la dette, c'est le déficit public qu'il faut absolument résorber parce que ça plombe aussi l'économie française et la croissance. Et puis en même temps, en effet, une guerre qui, si elle durait, risquerait de nous confronter à un nouveau choc pétrolier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ce qui pourrait être le cas. Donc ça, si vous voulez, ça risque ça, c'est un élément qui peut peser lourdement, par exemple, sur le climat de la prochaine présidentielle. Donc finalement, le gouvernement a très peu de marge de manœuvre, il n'en a pratiquement aucune, sauf à jouer peut-être sur la fiscalité, mais on voit qu'il ne veut pas le faire en raison justement de la nécessité de la maîtrise de la dette publique. On va voir, parce que vous savez, la question de l'énergie, la question du carburant, c'est un fort carburant, si vous me permettez cette expression, pour les crises sociales. Hein. Oui. Je rappelle que la crise des Gilets jaunes est partie d'une hausse de la taxe carbone en 2018. Donc, ça va alimenter inévitablement, si ça durait, un climat social qui sera compliqué. Oui, moi je me demande jusqu'à quand ils peuvent tenir. On sent bien qu'il y a cette idée, on ne va pas retomber dans le quoi qu'il en coûte, parce qu'on a mis beaucoup de temps à sortir. C'est vrai qu'on s'est habitués tous, hein. On a été complètement subventionnés par l'État pendant un moment, on s'est habitué, on ne comprend pas que ça ne remarche pas. Le gouvernement va essayer de bloquer. Jusqu'à quand? Ça dépendra de la durée et de l'intensité de la guerre, parce qu'en effet, moi je pense qu'il va y avoir une colère telle qu'au bout d'un moment, là on sent qu'ils ont déjà lâché un peu pour les agriculteurs, pour les pêcheurs. Alors c'est des reports de charges, ça ne fait que repousser le problème, mais il y a un moment où il va y avoir une demande un petit peu plus forte, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas aller travailler, ou ça va leur coûter très très cher. Moi ce que je ne comprends pas, j'ai un peu du mal quand même à comprendre et à entendre des gouvernements successifs
qui, depuis 2020, depuis 2022, donc crise Covid et crise Ukraine, n'ont pas réussi à mettre en place un système qui permette de protéger les plus modestes en cas de crise comme ça énergétique et qui laisse les moins modestes continuer à payer un peu plus cher parce que globalement, s'ils payent leur plein un peu plus cher, ça ne va pas gréver, ils ne vont pas se priver d'un repas par jour. Et comment on protège les plus modestes. Je ne comprends pas comment l'État n'arrive pas à mettre en place. Il y a d'autres pays qui le font. Pourquoi nous, on est plus idiots que les autres et on n'y arrive pas, alors que c'est des choses dont on va avoir besoin, ne serait-ce que pour la transition écologique. Donc je pense que là, l'État, il faut qu'il se bouge, il faut qu'il réfléchisse. C'est toujours au moment où la crise arrive qu'on se dit « Ah, bah, comment on va faire TVA ?» On se pose les mêmes questions. La TVA, c'est hyper inégalitaire parce que même les plus riches auraient cette baisse de TVA. Donc c'est un peu idiot de se priver de cette manne pour l'État. Franchement, je ne comprends pas. Merci Arnaud. Merci Émilie. Un petit mot pour vous dire que c'était notre dernier vendredi. Après 6 ans ensemble, on va changer un peu nos habitudes. On va se retrouver tous les jours, du lundi au jeudi, désormais à 7h30 et à 12h30, avec toujours les mêmes rendez-vous. Ça ne change pas. L'actualité au plus près de chez vous, l'actualité dans nos régions. Et puis le vendredi, vous retrouverez désormais d'autres programmes, toujours territoire, toujours parlementaire. On se retrouve donc lundi à 7h30. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi. Public Sénat, en partenariat avec la presse régionale, vous a proposé Bonjour chez vous.